Et si je vous disais qu'en ce moment même, en plein cœur du Sahara, l'un des endroits les plus rudes de la planète, des tomates poussent. Pas une poignée, pas une expérience de laboratoire, des millions de kilogrammes chaque année dans un endroit qui reçoit moins de pluie en 12 mois que Londres n'en reçoit en 3 semaines. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie délibérée, construite patiemment depuis des décennies par l'Algérie, pendant que la majeure partie du monde regardait ailleurs. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans la façon dont l'Algérie transforme certaines des terres les plus impitoyables de la planète en une véritable puissance agricole, en combinant sagesse ancestrale du désert et technologie de pointe, de quoi surprendre ceux qui n'ont jamais vraiment regardé ce pays de près. Restez avec nous, parce que l'histoire devient de plus en plus étonnante au fil du récit. Commençons par les chiffres, parce qu'ils posent le décor. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Environ 80% de son territoire, c'est le Sahara. Sur le papier, ça ressemble à un handicap si énorme qu'il devrait tout simplement disqualifier le pays. Seulement environ 3,5% des terres algériennes sont considérées comme arables selon les standards d'un climat méditerranéen classique. Et pourtant, l'agriculture représente encore environ 12% de l'économie du pays et emploie près d'un cinquième de la population rurale. La question qui se pose naturellement, c'est comment un pays avec un désert aussi immense parvient à se nourrir et même à construire une industrie d'exportation sur des terres qui devraient être quasiment impossibles à cultiver. La réponse commence dans une région appelée El Oued, parfois surnommée la ville aux 1000 coupoles. Pendant des siècles, les agriculteurs de la région ont utilisé une technique traditionnelle appelée le gvout, qui consiste à creuser dans le sable jusqu'à atteindre la nappe phréatique, puis à planter des palmiers directement dans cette poche d'humidité. Une solution ingénieuse et peu technique qui a permis à des générations entières de cultiver des palmiers dattiers dans des conditions qui auraient dû être fatales à n'importe quelle plante. Mais c'est là que l'histoire bascule, de la tradition à une véritable transformation. Au cours des dernières décennies seulement, des centaines de milliers d'hectares de dunes de sable dans cette région ont été convertis en fermes maraîchères en pleine activité. Pas seulement des palmiers dattiers, des pommes de terre, des tomates, des arachides, des oignons. El Oued est devenue l'une des principales régions productrices de légumes du pays, et ce, en plein désert. Comment est-ce même possible? L'irrigation moderne est la réponse rapide, mais les détails comptent. Selon le directeur des services agricoles de la région, presque toutes ces exploitations sont raccordées à l'électricité et utilisent des technologies modernes d'économie d'eau, conçues spécifiquement pour protéger la nappe phréatique. L'usage de pesticides est délibérément limité. Certains reportages régionaux ont même suggéré qu'une grande partie de la production issue de ce boom agricole désertique pourrait être qualifiée de biologique, tout simplement parce que les agriculteurs ne s'appuient pas fortement sur les traitements chimiques dès le départ. Imaginez un système d'arrosage rotatif, puisant l'eau depuis les profondeurs du sous-sol, aspergeant des rangées bien ordonnées de légumes, pendant que des cercles de palmes sont volontairement disposés autour des parcelles pour créer une sorte de microclimat artificiel, réduisant le dessèchement par le vent et l'évaporation. Un étrange mélange d'ancien et de moderne qui se déroule en temps réel dans l'un des endroits les plus arides de la planète. Et les tomates, ce n'est que le début. Parlons des dates, parce que l'industrie dattière algérienne a connu sa propre révolution technologique silencieuse. Prenons l'exploitation de Daouya comme exemple, documentée par des journalistes internationaux. Cette seule exploitation fait passer des tuyaux d'irrigation goutte à des profondeurs allant de 300 à 2000 mètres sous le sable pour atteindre l'eau, soutenant environ 35 000 palmiers dattiers et 25 000 oliviers. Ce n'est pas une petite exploitation de jardin. C'est une infrastructure à échelle industrielle enfouie sous le sol désertique, qui pompe silencieusement la vie dans un écosystème qui ne serait autrement que du sable pur. En plus de ça, la récolte a été mécanisée au point que les nouveaux équipements permettent aux ouvriers de traiter environ 80 arbres par jour, un bond immense par rapport au travail entièrement manuel. L'exploitation produirait près de 1800 tonnes
de dattes par an, toutes transformées sur place dans une usine employant des centaines de travailleurs permanents et saisonniers. Voici maintenant la partie qui devient encore plus intéressante, parce que les légumes et les dattes ne sont en réalité que la surface visible d'un bouleversement bien plus vaste qui se joue sous terre et sous serre. Littéralement sous serre, parce que les serres, c'est là que cette histoire prend une vitesse impressionnante. Dans une région appelée Biskra, dans le nord-est du Sahara algérien, la culture sous serre a explosé au point de représenter aujourd'hui environ 37% de la production nationale de légumes en Algérie. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Plus d'un tiers des légumes du pays proviennent de serres construites dans l'une de ces zones désertiques les plus extrêmes. Et la courbe de croissance ne montre aucun signe d'essoufflement. Des chercheurs universitaires qui ont suivi cette évolution sur les 20 dernières années ont constaté que la surface totale sous serre, comme la production totale, n'ont cessé d'augmenter, avec un bond particulièrement marqué après 2010. Qu'est-ce qui rend cela possible dans un endroit où les températures estivales dépassent régulièrement les 35 degrés Celsius et où les taux d'évaporation annuels sont absolument redoutables? Une partie de la réponse tient à un modèle de serre particulier, largement adopté par les agriculteurs du Sud, souvent appelé serre de type canarien, une conception pensée spécifiquement pour résister à la chaleur intense et au vent violent du désert. Mais une autre partie de la réponse est bien plus locale et, franchement, assez belle. Dans la région de l'Oued Souf, les agriculteurs locaux n'ont pas attendu qu'une entreprise étrangère vienne résoudre leurs problèmes d'irrigation. Ils ont construit leur propre solution. Des chercheurs ont documenté ce qu'on appelle un système d'irrigation pivot artisanal, inventé localement, abordable, efficace, et aujourd'hui adopté non seulement dans tout le Sahara algérien, mais aussi dans d'autres régions désertiques. C'est de l'innovation algérienne authentique, née de la nécessité, qui se propage aujourd'hui parce qu'elle fonctionne réellement. Et c'est ici que je veux marquer une pause, parce que jusqu'à présent, on a parlé de serres et de systèmes d'irrigation qui, aussi impressionnants soient-ils, restent fondamentalement de l'agriculture telle qu'on la connaît, simplement faite exceptionnellement bien dans des conditions extrêmes. Mais il existe une histoire plus récente, qui se déroule en Algérie, et qui nous emmène dans un territoire véritablement futuriste. Ça se passe à Mascara, dans le nord-ouest du pays, et ça tourne autour d'un jeune entrepreneur nommé Mokhtar Bouazza, et d'un projet qu'il appelle les Jardins de Babylone. Bouazza a grandi en regardant les terres agricoles de sa propre famille s'assécher, à mesure que les précipitations diminuaient et que les nappes phréatiques baissaient. Plutôt que de tourner le dos à l'agriculture, il a construit un système qui combine agriculture verticale et aquaponie, c'est-à-dire des poissons et des plantes cultivés ensemble dans un circuit fermé, où les déchets des poissons fournissent des nutriments naturels aux cultures et où l'eau filtrée par les plantes est recyclée directement vers les bassins à poissons. Les cultures sont organisées en couches verticales empilées plutôt qu'étalées sur des champs ouverts, ce qui réduit considérablement l'empreinte physique nécessaire pour produire de la nourriture. Le système s'appuie sur des capteurs, la vision par ordinateur, des logiciels de gestion agricole et l'intelligence artificielle pour automatiser l'irrigation et le contrôle du climat, ce qui signifie que l'agriculteur n'a pas besoin d'être ingénieur en informatique pour en bénéficier, puisque, comme le dit lui-même Bouazza, c'est l'IA qui fait le travail technique pour que l'agriculteur n'ait pas à l'apprendre. Ce projet a reçu une reconnaissance importante. En novembre 2025, Bouazza et l'équipe d'incubation d'entreprises de l'Université de Mascara ont reçu le prix Harlem de l'entrepreneuriat local des jeunes, une distinction euro-méditerranéenne qui récompense les partenariats entre jeunes entrepreneurs et autorités locales. Le projet a également reçu le soutien du ministère algérien de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, l'engagement de la Chambre nationale de l'agriculture rattachée au ministère de l'Agriculture, ainsi que l'appui de l'Agence allemande de coopération pour le développement. Plus de 100 agriculteurs et entrepreneurs auraient suivi des formations liées à ce projet, avec un accent particulier mis sur la création d'opportunités pour les jeunes et les femmes, dans une région où ces deux groupes ont historiquement été sous-représentés dans l'agriculture. Maintenant, je veux être totalement transparent avec vous,
parce que cette chaîne tient à vous donner une image réelle, pas juste un résumé flatteur. Beaucoup des chiffres de performance précis qui circulent en ligne à propos de ces systèmes, comme des économies d'eau de 90% ou des rendements 10 fois supérieurs aux méthodes traditionnelles, proviennent des entreprises et des fondateurs eux-mêmes, ou de cérémonies de remise de prix conçues pour célébrer et promouvoir leur travail. Ce sont des technologies réellement prometteuses, et la tendance plus large de l'Algérie qui investit dans l'agriculture saharienne est très bien documentée et vérifiée par des chercheurs indépendants. Mais certains des chiffres les plus spectaculaires sont autodéclarés, pas encore vérifiés de façon indépendante, par des organismes scientifiques neutres. Donc prenez les pourcentages les plus impressionnants avec une bonne dose de curiosité plutôt que de les considérer comme des faits établis. La tendance générale, celle d'une Algérie qui transforme des terres désertiques en agriculture productive, est bien réelle et bien documentée. L'ampleur exacte de certains des projets technologiques les plus récents reste dans une certaine mesure encore incertaine. Cette honnêteté est en réalité importante, parce qu'elle ne retire rien à ce qui se passe ici. Même sans les chiffres les plus spectaculaires, la tendance de fond est indéniable. Des universités dans tout le sud de l'Algérie, à El Oued, Biskra, Ouargla et Gardaïa, ont construit des réseaux de recherche entiers dédiés spécifiquement à l'agriculture saharienne, en collaboration avec des centres techniques consacrés aux sciences des zones arides. Des séminaires académiques internationaux ont été organisés à El Oued spécifiquement pour réunir chercheurs et agriculteurs de terrain afin de partager ce qui fonctionne. Des start-up émergent des incubateurs universitaires locaux, non pas en important simplement des technologies étrangères, mais en construisant des solutions locales adaptées spécifiquement aux conditions algériennes. Prenons un peu de recul, parce que les jardins de Babylone n'évoluent pas de manière isolée. Il y a tout un écosystème qui se met en place discrètement autour de ce projet. Une organisation appelée la Fondation Filaha Innov s'est positionnée comme une sorte de structure d'accompagnement pour les start-up agricoles algériennes, aidant de jeunes entreprises à passer d'une idée intéressante à une véritable activité fonctionnelle. Des personnes liées à cette fondation ont été honnêtes sur le fait que l'Algérie a bel et bien des entrepreneurs qui essaient de construire des solutions agricoles intelligentes en ce moment même, mais que le véritable défi n'est pas les idées, c'est de transformer ces idées en entreprises stables et capables de grandir au-delà de la phase pilote. C'est une évaluation honnête et réaliste. Et c'est exactement le genre de nuance qui rend cette histoire plus crédible, pas moins. Et ce n'est pas seulement des start-up isolées qui travaillent chacune de leur côté. Fin 2024, El Oued a accueilli un grand séminaire scientifique international consacré spécifiquement à la technologie et à l'innovation dans l'agriculture saharienne. Organisé dans un lieu local bien connu, l'événement a rassemblé des chercheurs et des praticiens venus d'Algérie et de l'étranger, avec plus de 200 articles de recherche soumis selon les organisateurs, dont environ 180 ont été acceptés pour présentation. L'événement s'articulait autour de 5 grands thèmes, notamment la gestion du sol et de l'eau, l'innovation en sciences animales et en aquaculture, les approches en sciences végétales, les dimensions sociales et économiques de l'agriculture durable et les innovations biotechnologiques dans l'industrie alimentaire. Ce n'est pas une petite rencontre de quartier, c'est un effort sérieux et structuré pour mutualiser les connaissances scientifiques autour de la manière de continuer à faire progresser l'agriculture saharienne sans épuiser les ressources qui la soutiennent. Il y a aussi une conversation politique plus discrète qui se déroule au niveau national. Des responsables algériens ont publiquement évoqué la nécessité de moderniser le volet institutionnel de l'agriculture, c'est-à-dire mettre à jour des organismes agricoles vieillissants et encourager un usage accru d'outils numériques comme les capteurs de sol, capables d'indiquer précisément aux agriculteurs la quantité d'eau et d'engrais dont une culture a réellement besoin, plutôt que de s'en remettre à des estimations approximatives. Des économistes qui étudient l'agriculture algérienne ont souligné que tirer pleinement parti de ce genre de système d'information agricole numérique nécessitera un véritable investissement dans la formation des agriculteurs et l'extension de l'accès à Internet dans les zones rurales, puisqu'avoir la technologie sur le papier
ne sert pas à grand-chose si les personnes sur le terrain n'ont ni les outils ni le savoir-faire pour l'utiliser. C'est un point juste et réaliste, et ça rappelle que transformer de bonnes recherches en pratiques quotidiennes demande du temps, du financement et de la patience, pas seulement un bon titre accrocheur. Bien sûr, rien de tout cela ne se fait sans défi réel, et ce serait malhonnête de prétendre le contraire. Les nappes phréatiques ne sont pas une ressource infinie, et certains systèmes d'eau traditionnels de la région ont connu un épuisement spectaculaire au cours des 2 dernières décennies, à mesure que le pompage s'intensifiait. Des chercheurs qui étudiaient la région ont soulevé des préoccupations légitimes concernant la durabilité de l'eau à long terme, et cette tension entre produire plus de nourriture aujourd'hui et protéger la nappe phréatique pour demain est bien réelle. Ce n'est pas une histoire où tout est parfait et sans problème. C'est l'histoire d'un pays qui affronte un environnement incroyablement difficile et qui réalise des progrès réels et mesurables, tout en devant encore résoudre certaines questions sérieuses à long terme concernant l'eau. Mais prenez du recul un instant et regardez l'ensemble du tableau. Une région qui, il y a 80 ans, était considérée comme un désert vide et inhabitable, produit aujourd'hui une part significative des légumes du pays. Des agriculteurs sans formation d'ingénieurs ont construit leur propre système d'irrigation, aujourd'hui adopté au-delà des frontières. Un jeune fondateur a vu les terres de sa famille s'assécher et a répondu, non pas en abandonnant, mais en construisant de zéro une ferme verticale assistée par IA, qui remporte aujourd'hui des prix internationaux d'entrepreneuriat. C'est un pays qui a regardé l'un des terrains les plus rudes de la planète et a décidé que ça n'allait pas être la fin de l'histoire. Réfléchissez à ce que ça représente vraiment. Ce n'est pas une histoire d'entreprise étrangère qui débarquent avec une solution toute faite et s'attribuent tout le mérite. C'est une histoire construite en grande partie depuis la base, des agriculteurs qui inventent leur propre irrigation pivot, parce qu'ils avaient besoin d'eau, et que personne n'allait leur fournir un système adapté exactement à leurs dunes et à leurs puits. Des universités dans certaines des régions les plus reculées du pays qui construisent des laboratoires et des centres de recherche dédiés à l'agriculture en zone aride, parce que les problèmes y sont suffisamment spécifiques pour que les solutions génériques venues de climats plus humides ne s'appliquent tout simplement pas. Un jeune homme à Mascara qui a vu les champs de sa famille mourir et qui a répondu non par la résignation, mais avec des capteurs, de l'aquaponie et du code. Ce schéma, le savoir local qui rencontre les outils modernes, revient sans cesse tout au long de cette histoire. Et c'est vraiment l'une des versions les plus convaincantes d'innovation locale actuellement à l'œuvre dans la région. Rien de tout cela ne fait disparaître les questions difficiles. L'eau restera la contrainte centrale tant que cette expansion se poursuivra, et la façon dont l'Algérie équilibrera la production alimentaire à court terme avec la santé des nappes phréatiques à long terme est une question qui prendra des années, peut-être des décennies, à trouver une réponse complète. Mais la direction est claire, et elle est restée constante depuis longtemps. Plus d'hectares cultivés, plus de serres qui se construisent, plus d'articles de recherche publiés, plus de jeunes entrepreneurs qui s'engagent dans un domaine sur lequel, il y a une génération, presque personne n'aurait parié. Si ce genre de plongée en profondeur dans l'innovation méconnue vous intéresse, c'est exactement le type de contenu que propose cette chaîne. Alors pensez à vous abonner, parce qu'il y en a beaucoup d'autres à venir. L'histoire de l'agriculture désertique en Algérie n'est pas terminée. Au contraire, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, on dirait bien qu'elle ne fait que commencer.